va donc commencer. Oui, alors, donc ce qu'on voulait avoir justement un débat dans le cadre de la fête, où on puisse à la fois faire un bilan du mouvement des retraites, et pour discuter justement de comment préparer la riposte, et à partir des acquis justement de ce qu'on a pu collectivement construire dans cette mobilisation. Une discussion qui nous paraît d'autant plus utile que, je vais enlever les lunettes, que beaucoup aujourd'hui cherchent justement à nous faire oublier ces mois de contestation qui ont été marqués par la lutte des retraites, qui ont été marqués par Sainte-Soline, qui ont été marqués aussi par les émeutes dans les quartiers populaires, et en particulier dans cette rentrée, où alors que justement, jusque-là, Macron, comme Borne, s'était retrouvé isolé politiquement, il ne pouvait pas se déplacer sans une casserolade, et incapable, y compris, d'apaiser le pays, comme le rêvait Macron. Et ben, cette rentrée, elle a montré à quel point les directions syndicales et les partis de la gauche institutionnelle, ils voulaient justement brader le mouvement et tourner la page. Une politique d'ailleurs qui explique la faible mobilisation de la journée d'hier sur les salaires, où il n'y avait même pas un appel à la grève de l'intersyndicale, sans aucune perspective d'affrontement face au gouvernement et au patronat, alors que l'inflation frappe durement les classes populaires et que le gouvernement multiplie aujourd'hui ses sales coups contre les plus précaires. En fait, dès la rentrée, la gauche sociale et politique s'est dépêchée à reprendre sa routine destinée à contenir justement la contestation dans le jeu institutionnel. Ça, on en a parlé tout à l'heure, mais du côté de la NUPES en particulier, tous sont venus se prêter à la farce des rencontres de Saint-Denis avec Macron, et qui ne lui ont servi finalement qu'à renforcer sa politique réactionnaire contre les migrants, en reprenant, puisque Macron justement en a profité pour reprendre les propositions du RN et de la droite qui demandent un référendum sur l'immigration. Alors Macron d'ailleurs, lors de cette comédie-là, il a annoncé une conférence sociale sur les bas salaires, puisque en fait 80 conventions collectives sont aujourd'hui en dessous du SMIC, sans que d'ailleurs personne n'oblige les patrons à respecter la loi en matière de salaire minimum. Mais voilà, on a vu les syndicats se précipiter, annoncer que maintenant le rapport de force a changé, que Macron va devoir entendre les revendications des salariés lors de cette fameuse conférence sociale, rendez-vous la semaine prochaine. Et la CGT a même appelé au 13 octobre pour, alors là je cite, mettre la conférence sociale sous surveillance des travailleurs. Bon, enfin c'est un véritable bluff, quoi, un bluff complet, y compris dans lequel personne ne croit aujourd'hui, alors que le gouvernement, il continue son offensive à coup de 49.3, ils ont d'ailleurs entamé très vite, ou main dans la main d'ailleurs avec la droite et le RN. Et l'intersyndicale, et ça aussi c'est notable, n'a même pas eu un mot pour, y compris lier la question, par exemple, des bas salaires avec l'offensive contre les bénéficiaires du RSA, auquel le gouvernement veut imposer 15 heures de travail gratuit par semaine. Et alors, c'est justement tout ce problème du dialogue social, etc., qui s'est posé pendant justement le mouvement. L'intersyndicale, elle en est restée à des journées de grève et de manifestations successives, comptant sur le calendrier parlementaire ou sur la discussion avec le gouvernement. Et même quand elle a appelé à bloquer le pays le 7 mars, elle l'a fait sans plan de bataille, ou le 7 avril, pardon, sans politique pour construire l'affrontement. Si elle est restée sur la base du retrait de la loi, elle l'a fait au nom justement du dialogue social piétiné par Macron, ou parfois même au nom du désordre que le pouvoir allait créer en maintenant sa loi. Une vraie stratégie de l'échec face à un pouvoir qui, lui, de toute façon, jouait le rapport de force pour faire plier l'ensemble du monde du travail, pour y compris foutre et les syndicats et les travailleurs à sa botte, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Mais voilà, le mouvement n'a pas pu non plus empêcher Macron de gagner, en tout cas la première manche, sur la question des retraites. Mais cette victoire, elle est en rien une défaite du mouvement, qui de ce point de vue-là, même s'il marque évidemment un recul aujourd'hui, n'est pas en tout cas terminé. Il a devant lui la question des salaires, la question des pensions et de l'inflation, et la question finalement d'inverser le rapport de force. Dans toute aujourd'hui la société, elle se pose, on le voit à large échelle.
Et de ce point de vue-là, ces mois de lutte, ils constituent une riche expérience. Ils ont permis, d'abord, en permettant à plein de travailleurs, plein de jeunes, de se forger une lucidité sur sur l'État, sur les institutions, les classes dominantes, qui vont être des leçons précieuses pour la suite et qu'il s'agit de renforcer. Beaucoup ont mesuré que la question, c'est pas le pouvoir personnel de Macron, ni une question de mauvais numéro de la République. C'est le fonctionnement même du système qui est en cause aujourd'hui, celui d'un appareil d'État qui sélectionne ses préfets, ses hauts fonctionnaires, ses hauts gradés dans l'armée, dans la police, sans le moindre vote, sans élection. Un appareil qui entretient 1000 liens avec la bourgeoisie, avec les conseils d'administration des multinationales françaises, avec les banques. Et c'est cet appareil d'État qui est là aujourd'hui pour défendre la propriété privée d'une toute petite minorité de capitalistes et servir leurs intérêts. Et c'est tout ça qu'il va falloir réellement affronter. Et face à cela, et pour le faire, justement, le principal acquis du mouvement, c'est d'avoir commencé à changer le rapport de force en gagnant l'opinion. Et de ce point de vue-là, on a vu un mouvement inédit où plein de gens se sont politisés dans des grandes boîtes, mais aussi dans plein de petites entreprises, du privé, parmi la jeunesse, quand en particulier, elle est rentrée dans la bagarre. Le mouvement, il avait réussi justement à isoler le pouvoir en s'organisant dans bien des endroits, y compris de façon indépendante des appareils. Alors on l'a vu sur la ville avec le rôle des collectifs, de l'AG Interpro, l'AG féministe, les assemblées d'étudiants qui ont pu se mettre en place. Alors ce sont ces cadres qui ont pu organiser des convergences en dehors du calendrier de l'intersyndicale et qui sont l'illustration des évolutions qui se font au sein du monde du travail depuis 2016 et surtout depuis le mouvement des Gilets jaunes. Sur la ville, à partir du collectif de Bassins par exemple, qui regroupe des Gilets jaunes et des syndicalistes depuis la lutte des retraites de 2019, on a pu mettre en place une AG de lutte interpro à partir du 7 mars. Celle-ci a regroupé, selon les moments, un peu plus de 150 militants du mouvement, syndiqués ou non, jeunes précaires, militants d'équipes syndicales cherchant à prendre des initiatives pour bloquer le pays. Et tous avaient justement en commun de ne pas vouloir se contenter d'attendre les appels par en haut. Et nous avons pu organiser des blocages de zones logistiques, des distributions de tracts très très filtrantes, je dois dire, avec la complicité d'ailleurs d'automobilistes ou même de routiers qui ralentissaient eux-mêmes la circulation. Et puis on a pu organiser des marches au flambeau alors que sur la ville, justement l'intersyndicale ne voulait rien faire, ni avec les collectifs, ni en dehors du calendrier dicté par en haut par l'intersyndicale. Alors, on n'a pas eu la force de déborder l'intersyndicale, c'est clair, qui est restée la direction du mouvement, et la grève reconductible est restée très minoritaire. Mais ces cadres de lutte, ces AG interpro, AG féministes, collectifs, sont particulièrement importants pour la suite. Parce que pour imposer nos exigences, l'objectif, c'est bien sûr de construire la grève générale pour bloquer le pays. C'est la force des travailleurs et des travailleuses sans qui rien ne se fait. Mais cela ne peut se résumer à de simples mots d'ordre ou des appels incantatoires. Cela signifie un niveau de conscience des acteurs eux-mêmes de la bagarre qui leur permettent de prendre leur lutte en main, démocratiquement et à la base, et de les faire converger en toute indépendance des politiques institutionnelles, en toute indépendance du dialogue social ou des jeux parlementaires qui sont complètement pipés. Une telle conscience de classe, ce n'est pas une chose abstraite, elle se construit dans des AG, dans des discussions, dans les actions, au travers des réponses concrètes qu'il nous faut apporter par rapport au mouvement tel qu'il est et tel qu'il se déroule. Et c'est en ce sens que l'expérience des collectifs, on pense qu'elle constitue et continue un acquis important, avec des collectifs aujourd'hui qui continuent de se réunir et qui avaient préparé la manif d'hier pour justement porter d'autres mots d'ordre, d'autres slogans et pour continuer justement la contestation. Alors aujourd'hui, une nouvelle phase s'ouvre face à l'offensive du gouvernement et de Macron, qui appelle à l'unité... Excusez-moi. Tac. Face à l'offensive du gouvernement et de Macron. Alors oui, ils appellent à l'unité nationale, on en parlait tout à l'heure, derrière justement une politique belliciste qu'il qualifie lui-même d'économie de guerre. 413 milliards pour l'armement, ça marche en même temps qu'une politique où l'État aujourd'hui
donne en argent public de 160 à 200 milliards par an au capital. Ce qui est un record qui n'a jamais été atteint. Et tout cela se fait sur l'ensemble des travailleurs à qui la bourgeoisie aujourd'hui réclame des efforts. C'est toute cette politique qui s'appuie sur la défense. Pour justifier cette politique, les classes dominantes s'appuient sur la défense du camp de l'Occident contre les autres, sur la stigmatisation des migrants, mais sur la stigmatisation aussi des chômeurs, comme ils sont en train de le faire avec la loi du RSA. Une offensive réactionnaire contre les plus pauvres, destinée à protéger les privilégiés, et y compris leur exorbitante richesse aujourd'hui. Alors face à cette offensive sur tous les terrains, la lutte doit s'étendre justement, alors oui, à celle des salaires, pour les droits, mais aussi doit s'étendre, à la lutte pour les droits des précaires, à la lutte à la défense des services publics, de la santé, de l'éducation, à celle contre les licenciements. C'est une lutte contre un système capitaliste global à laquelle la politique de la gauche syndicale et politique d'ailleurs, qu'elle ne combat pas justement, tellement elle est moulée dans le jeu institutionnel, tellement elle est moulée, et on le voit justement sur ces questions d'union nationale, c'est là que c'est pas indifférent, c'est à quel point elle est moulée dans le système. Alors il faut trouver d'autres réponses, formuler d'autres réponses pour les travailleurs, pour le mouvement, pour la jeunesse, et qui commence par contester la légitimité de ceux qui nous dirigent, en posant les problèmes à l'échelle de l'ensemble de notre classe, et en mettant en avant notre propre contrôle sur la marche de la société. Alors cela signifie, on pense, populariser des mesures, populariser justement des exigences en avançant le programme face à la gabegie des capitalistes aujourd'hui. Alors la solidarité, par exemple, avec la lutte sur les salaires, elle est plus que jamais d'actualité. Et y compris, c'est une solidarité qui va pouvoir se combiner avec des actions interpro pour les rendre contagieuses, telles qu'on a pu les mener pendant les retraites. Mais cela signifie populariser partout l'idée que l'on ne réglera pas la question des salaires boîte par boîte, mais en imposant collectivement l'indexation des salaires sur l'inflation, en imposant aussi notre contrôle sur les prix, à commencer par ceux de l'énergie, parce que justement il y en a assez de la flambée des prix de carburant à la pompe, des factures d'électricité et de gaz. On pense qu'il faut sortir toutes ces productions des griffes du marché capitaliste, imposer un service public sous contrôle des salariés et des usagers. Et même chose face aux multinationales de l'agroalimentaire. Bien évidemment, il faut aussi intégrer dans notre bagarre les luttes par rapport au RSA, l'offensive contre les plus précaires, où un bloc réactionnaire aujourd'hui les stigmatise, afin, dans le but de maintenir les bas salaires et de protéger justement leurs privilèges. Il faut qu'on discute de quelle réponse face au licenciement, à commencer par le partage du travail entre tous, sans partage du salaire, et sous le contrôle des salariés eux-mêmes. Et discutons avec justement les organisations de chômeurs pour imposer l'embauche des précaires, à commencer par nos collègues intérimaires dans les entreprises dont les patrons usent et abusent. Face à la dégradation de la situation dans la santé, dans l'éducation et dans l'ensemble des services publics, ce sont les salariés et les usagers qui doivent décider ce dont ils ont besoin, contre la politique du gouvernement qui dépense sans compter en cadeaux fiscaux au patronat ou en dépenses militaires. De là, enfin, les incendies, les canicules, les catastrophes climatiques imposent aujourd'hui une autre façon de produire. Et une telle politique ne peut se mener qu'en contestant le pouvoir des multinationales qui profitent de la crise climatique pour verdir leurs profits tout en captant les subventions distribuées au nom du quoi qu'il en coûte. Alors ce sont que quelques mesures, et bien d'autres sont à discuter, à populariser autour de nous dans chacune de nos actions. Mais ces réponses, justement, elles signifient poser la question du pouvoir, poser la question de qui dirige. Comme disaient les Gilets jaunes d'ailleurs, à une époque, avait un slogan, c'était « on veut pas des miettes, on veut toute la boulangerie ». Toute la discussion aujourd'hui, elle est de comment rendre ça un peu concret, comment discuter ça précisément. Cela veut dire quelque part, oui, nous constituer en partie, comme on disait il y a très longtemps, comme le disait Marx d'ailleurs, non pas institutionnel dans cette démocratie bourgeoise frelatée, mais en partie qui se donne l'objectif que l'immense majorité prenne ses affaires en main de façon démocratique et collective, un parti des travailleurs et de la lutte de classe. C'est tout cela qu'il s'agit de discuter justement aujourd'hui, à la fois dans nos AG, dans ces cadres du mouvement qui se poursuivent, dans ceux qu'il va falloir justement construire et se développer pour essayer de regrouper tous ceux justement qui ne veulent pas tourner la page.
Je vais aussi revenir sur le mouvement des retraites qui a marqué les derniers mois, notamment du point de vue de la jeunesse étudiante et travailleuse. Comme l'a dit le copain, ce mouvement des retraites est au final resté sous les directions de l'intersyndicale et n'a pas réussi à devenir autonome. Les journées de mobilisation, bien trop espacées, ne laissaient pas de chance aux travailleurs de continuer de se mettre en grève très longtemps. Les directions syndicales n'encourageaient pas les assemblées générales de travailleurs, pourtant essentielles pour qu'ils puissent se rassembler en grand nombre pour bien s'organiser entre eux dans le mouvement. Les dernières dates d'appel en étaient ridicules. Le 6 juin, l'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation un mois après la manifestation du 1er mai, qui avait pourtant réuni plus d'1 million de personnes dans la rue et sans appeler à de nouvelles dates entre les deux. Et pour cause, comme l'a dit le camarade, les dates proposées par l'intersyndicale se fixaient sur le calendrier institutionnel. Débat à l'Assemblée nationale, décision du Conseil constitutionnel. Avec ce genre de stratégie, l'objectif de l'intersyndicale est clair. Il est de discuter avec le patronat et d'aboutir sur des accords communs, tout en se pliant aux règles des institutions de l'État. Et ça a aussi été la politique de la NUPES, dont l'objectif était de faire reculer la loi au Parlement. Pourtant, on le sait, et cette mobilisation l'a encore démontré, la solution n'est pas dans le dialogue ni avec les patrons dont les intérêts sont opposés aux nôtres, ni avec le gouvernement à sa botte, mais dans la rue. Quiconque a déjà mené une grève ou bataillé avec cette direction pour n'importe quelle raison sait à quel point le dialogue avec les patrons est difficile, pour ne pas dire impossible. Et sur l'idée d'accord en commun, souvent les accords entendus entre syndicats et États sont loin des revendications des travailleurs. Nos revendications au travail, on doit les arracher, parce que les patrons n'ont pas d'intérêt à nous accorder plus que ce qu'ils nous donnent, c'est-à-dire quasiment rien en comparaison à la force de travail qu'on emploie. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de temps en temps nous accorder des miettes pour tenter de calmer les choses quand la colère gronde trop fort. Mais si on s'organise et qu'on prend le mouvement en main, les choses alors peuvent changer. Des millions de travailleurs organisés ont plus de pouvoir que des centaines de députés. Ce que l'Assemblée peut faire, les travailleurs peuvent le défaire. Là, dans cette mobilisation, malgré le ras-le-bol général, la colère, les nombreux secteurs en grève ou l'appel des militants syndicaux locaux, l'intersyndicale n'a pas créé de lien entre les revendications sur les retraites et celles sur les salaires qui pourtant se recoupaient sous une même colère contre le gouvernement. Nombreux sont les grévistes qui ont désespéré d'une victoire au fur et à mesure des mois et qui n'avaient plus les forces et les moyens techniques de continuer la grève, d'où l'intérêt d'inciter à l'unité des grévistes et ne pas laisser les grèves isolées. Chez les étudiants dans les facs, les AG se sont remplis après l'annonce du 49.3 le 16 mars. Ce passage de la loi était comme une goutte de trop dans une vie de misère entre logements étudiants insalubres, nourriture trop chère, difficulté à se soigner et manque de repères dans un avenir sans promesse d'embauche ni de situation stable. Alors la colère étudiante s'est faite ressentir très vite et est venue renflouer les rangs des manifestants dans la rue. On rabâche sans cesse aux jeunes qu'ils sont irresponsables face à leur avenir, mais reprenons un peu les situations qui s'offrent à nous. Déjà, rappelons qu'on n'a pas tous les mêmes choix et possibilités. Les études sont encore un élément de hiérarchisation qui fait la différence entre les riches et les pauvres. On a par exemple les grandes écoles dans lesquelles les catégories sociales ne se mélangent pas, si ce n'est quand un enfant de prolo peut accéder par alternance à une de ces écoles, mais avec des taux de réussite inférieurs à ses camarades de classe. Puis l'université, qui même si elle reste l'option la moins chère, est loin d'être gratuite. Entre le coût du logement que nos parents ne vivent pas dans notre ville d'études, le coût des courses dont les chiffres continuent de grossir avec l'inflation, celui des soins et de la santé, celui de l'essence et de l'entretien d'une voiture quand celle-ci est nécessaire, celui des transports en public et celui de l'inscription à la fac, faire des études longues a un coût. Et la colère des jeunes étudiants s'explique ainsi facilement. On galère pendant 3 ans, 5 ans ou plus, dans des conditions de vie déplorables où une grande partie de la jeunesse étudiante est amenée à ne pas manger à sa faim, à devoir voler ou faire la queue dans des distributions alimentaires dont les places sont limitées faute de moyens, à devoir travailler à côté de ses études et à se surcharger de travail, se bousiller la santé, tomber en dépression, sans pouvoir soigner ni son corps ni sa tête, pour à la fin ne pas trouver de travail malgré ses diplômes, ou en trouver un qui ne couvre même pas les frais de logement, nourriture, soins, avec des salaires inadaptés à l'inflation et largement insuffisants.
On retrouve de plus en plus d'étudiants qui doivent trouver un ou plusieurs travails pour financer leurs études, et ce ne sont pas les aides du Crous et des bourses qui vont réussir à pallier cette pauvreté étudiante quand on voit par exemple le prix des restaurants universitaires ou les critères d'éligibilité aux bourses. Du coup, la solution est-elle de se mettre à trouver un travail directement ? Eh bien, pour les jeunes travailleurs, la situation n'est pas meilleure. Déjà, le travail, il faut le trouver. Quand on est jugé incompétent par notre âge, notre manque d'expérience ou notre manque de spécialisation dans un domaine, la recherche d'emploi peut être rude. Et quand on en trouve un, il faut voir ce qu'on nous propose. Des boulots mal payés, des magouilles sur nos emplois du temps, des heures sup non payées, le non-respect des règles du Code du travail, et notamment en termes de confort et sécurité au travail, qui font que les patrons s'autorisent à non seulement nous sous-payer, mais en plus nous bousiller la santé et nous pousser à bout pour remplir leurs poches. Les patrons semblent être allergiques au salaire au-dessus du SMIC. Alors parfois, ils trouvent même d'autres types de contrats pour encore moins sortir dessous de leur poche, comme des services civiques payés en indemnité à 600 € par mois, qu'on fasse un 24 heures comme un 35 heures. Mais bon, ces boulots, on les fait quand même, on n'a pas le choix. On se dit qu'au moins, on pourra économiser un peu et partir à la retraite plus tôt, et voilà que la réforme arrive et nous ajoute 2 années de plus à se faire exploiter. Alors oui, même si la retraite c'est loin pour les jeunes, la question a suscité de la rage chez les étudiants et jeunes travailleurs, qui entre ça et l'urgence climatique ou les tentatives nationalistes pourries comme le SNU, dirigent leur colère directement contre ce gouvernement et contre ce système capitaliste. Ce mouvement, c'est aussi un mouvement qui a dû faire face à une répression policière et juridique d'un degré nouveau. On a pu le constater en manifestation quand à la fin des parcours, on savait pertinemment qu'on allait au mieux se faire gazer si on restait dans le coin, au pire être violenté ou finir en garde à vue. Cette répression et l'usage abusif des moyens policiers pour nuire aux manifestations s'est ressenti même au-delà des manifestants. Quand ici, à Bordeaux, les policiers gazent la place de la Victoire et ses terrasses, tout le monde râle et se rend bien compte que la police fait du grand n'importe quoi. Mais ce grand n'importe quoi, on ne pense pas que c'est juste un problème de formation ou d'équipement ou encore de policiers en tant qu'individu. La police, c'est le bras armé de l'État et de la classe bourgeoise. C'est un outil qui sert à maintenir un ordre, celui d'en haut, celui de l'État, un ordre qui sert bien aux grands patrons pour continuer leurs affaires. Alors quand la police vient mater les travailleurs en grève et dans la rue, eh bien elle fait son travail. C'est son rôle même que de s'assurer qu'on ne se révolte pas. On l'a bien vu quand nos camarades au mégaphone, identifiables comme militants agitateurs, se sont fait embarquer en garde à vue sans réel motif tenable. C'est pour cela qu'on ne peut pas défendre l'idée d'une police réformée, désarmée ou de proximité. Car la police est violente et tue, et ça même sans armes, puisque c'est son rôle de calmer les foules quand la lutte devient trop menaçante. La police est un organe de l'État qui empêche le renversement de cette société capitaliste qui fonctionne sur des oppressions et des rapports de pouvoir. De par son statut, elle baigne dans une vision raciste, sexiste, homophobe et transphobe. Parce qu'elle fait ce que tout État bourgeois est amené à faire de par sa nature pour survivre, diviser les travailleuses et travailleurs entre eux pour empêcher leur unité et laisser les pauvres dans la misère. Alors on comprend et on partage ce sentiment anti-flic qu'on retrouve très fort dans la jeunesse et dans ce mouvement des retraites. Et on pense que face à cette répression dangereuse, le nombre, mais surtout l'organisation, fait la force. Maintenant, nous, on pense qu'il est important de faire un bilan des tentatives qu'il y a eu dans ce mouvement. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire en tant que communistes révolutionnaires dans cette mobilisation? Et qu'est-ce qu'on retient pour les prochaines luttes à venir? Malgré la colère que j'ai évoquée plus tôt, le mouvement de la jeunesse étudiante n'a pas été massif. Beaucoup ne se sont pas mobilisés, même s'ils n'en pensaient pas moins, parce qu'ils n'y voyaient pas d'intérêt ou pensaient que c'était peine perdue. C'est en partie pour ça qu'on a tenté de lancer la SNE, la Coordination nationale étudiante. Le 12 mars s'est déroulée la première SNE. Elle a réuni sur Nanterre 120 étudiants de 28 universités et établissements de Paris, Lille, Nantes, Grenoble et d'autres. Face à la nécessité de s'organiser et unifier nos luttes, la SNE était la tentative d'un outil pour permettre du dialogue, des échanges, afin d'en ressortir avec des moyens de lutte plus pertinents et efficaces. On a voulu créer un cadre d'auto-organisation qui pourrait dépasser le calendrier et les directions de l'intersyndicale.
Un cadre dans lequel les étudiants, s'ils s'en étaient saisis, auraient pu décider de quand aller manifester, discuter de politique ou encore convaincre leurs camarades de classe qu'ils avaient un rôle à jouer dans cette mobilisation. Maintenant, aujourd'hui, on peut dire que la SNE n'a pas pris comme on l'aurait souhaité, mais elle reste une tentative à retenir pour les prochaines luttes à venir, et on pense que c'est notre rôle en tant que révolutionnaires d'initier des projets comme celui-ci pour permettre, ici à la jeunesse étudiante, de s'organiser elle-même sans suivre les directions syndicales ou politiques de la gauche comme de la droite qui nous mènent droit dans le mur. Le mouvement contre la réforme des retraites s'est terminé sur une défaite revendicative. Mais il faut voir ce qu'il en reste et les dégâts que cette réforme a laissés. On ne peut pas passer à côté du fait que cette mobilisation a précédé un été sous la canicule qui a rappelé à tout le monde, d'une part, le problème écologique dans lequel le capitalisme nous a plongés, et d'autre part, l'incapacité de nos classes dirigeantes bourgeoises à régler ce problème. Mais à cela, on ajoute aussi les émeutes suite à l'assassinat de Naël, qui a été l'explosion d'une rage emmagasinée depuis des années dans des quartiers laissés à l'abandon, où bâtiments publics et instituts ont été bien plus détruits par les restrictions budgétaires et politiques des dernières années que par les incendies lors des émeutes. Là, cette rentrée, elle est marquée sous la question de l'inflation qui dure depuis trop longtemps et qui n'est palliée par aucun moyen. Et le soutien de Macron à Israël suite aux attaques du Hamas nous fait crisser des dents, surtout quand on sait le silence ces dernières années de l'État français face aux violences commises par Israël envers le peuple palestinien et quand on constate que l'impérialisme français est en partie responsable du conflit dans la région. Tout ça sonne comme une accumulation qui pourrait faire déborder le vase à tout moment. La mobilisation pour nos retraites a non seulement accueilli des nouveaux militants, des gens qui se sont mobilisés et ont décidé de se politiser et de s'investir dans la lutte, mais a aussi laissé des tas de gens insatisfaits. Macron, Borne et les autres ont réussi à faire passer leurs réformes, mais à quel prix ? Parce que ce qu'on ne perd pas pendant une mobilisation, c'est la conscience de lutte, l'organisation et les réflexes à avoir. Et ça, c'est quelque chose qui, à chaque nouveau mouvement, s'amplifie. C'est des nouveaux outils qui seront utilisés la prochaine fois que ça pètera et qui permettront d'aller toujours plus loin. Cette réforme nous reste en travers de la gorge et on le fera savoir lors des prochains mouvements.